Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'opportunité d'intervenir aujourd'hui dans le cadre de ce colloque. Alors, les conditions de désinformation et de violence partisane dans lesquelles se sont tenues les campagnes politiques ayant abouti dans les 2 dernières années au vote du Brexit en Grande-Bretagne et à l'élection de Donald Trump aux États-Unis ont conduit de nombreux commentateurs à dénoncer l'apparition d'un rapport, disons, capricieux ou indifférent aux faits et à la vérité chez un nombre croissant de citoyens des démocraties. La valeur de ces critiques semble indéniable et pourtant le nouveau phénomène qu'elle signale est en un sens fort ancien. Le procès en irrationalité de la démocratie est aussi vieux que la démocratie elle-même. Platon déjà dénigrait le gros animal aux opinions errantes. Il peut donc être intéressant, me semble-t-il, dans le contexte actuel de doute sur la capacité des citoyens des démocraties à résister à la tentation de la post-vérité, de prendre les choses à contre-courant et de revenir au fait que, contre la partition platonicienne entre une foule irrationnelle et un petit nombre éclairé, toute une tradition philosophique s'est depuis longtemps donné pour tâche de réfléchir aux conditions dans lesquelles le nombre et la raison peuvent converger dans la sphère politique. Depuis le début des années 2000, notamment, la question de la démocratie, la question du rapport de la démocratie à la vérité se trouve posée à nouveau frais par un ensemble de théories philosophiques normatives qui, dans le sillage notamment de l'idée de démocratie délibérative, cherchent à produire une forme de justification épistémique de la démocratie. Selon celle-ci, la démocratie est justifiée ou légitime dans la mesure où ceux qui détiennent et y exercent le pouvoir politique, c'est-à-dire les citoyens et leurs représentants, parviennent à la connaissance des principes politiques selon lesquels la communauté politique doit se conduire et parviennent à conformer leurs décisions politiques à ces principes appropriés. Autrement dit, en conférant aux citoyens et à leurs représentants le pouvoir de décider de la conduite des affaires communes, eh bien, les modes de décision démocratiques favoriseraient l'extraction de jugements politiques corrects sur ce qu'il convient collectivement de faire. Les défenses épistémiques de la démocratie se présentent donc comme des formes très ambitieuses de justification. En tant qu'elles présument une capacité collective des citoyens à formuler de bons jugements politiques, ces justifications identifient la démocratie, ou du moins la démocratie légitime, à une forme de gouvernement éclairé. À la lumière des événements récents, cette thèse peut sembler désespérément idéale. C'est pourquoi il peut être utile, à mon sens, de se pencher sur les arguments fournis par les théories épistémiques pour l'étayer et de se demander dans quel cadre ces arguments sont recevables. Je voudrais essayer de montrer qu'il y a 2 prémices très différentes à partir desquelles on peut produire une justification épistémique de la démocratie, de manière très différente de justifier la démocratie en invoquant son rapport à la vérité ou à la connaissance, dans le domaine politique. Selon la première prémisse, qui est une thèse positive, on va invoquer la supériorité épistémique du régime. Tandis que la deuxième prémisse est une thèse toute négative, elle s'appuie sur l'impossibilité de prouver la supériorité morale ou intellectuelle de quiconque en matière politique. Et ceci conduit à conclure à l'égalité épistémique des citoyens en ce domaine. Ce que je voudrais suggérer, c'est que la première thèse positive se heurte à des objections sérieuses, tandis que la deuxième, qui est en apparence bien plus modeste, peut être interprétée comme ayant des conséquences assez radicales pour les conditions de la légitimité démocratique. Alors, commençons par l'examen de la première thèse, la thèse positive. Selon celle-ci, la démocratie tire au moins en partie sa valeur et sa légitimité du fait de sa supériorité épistémique sur les autres régimes. Donc la démocratie se caractérise par certains traits, certaines procédures spécifiques de détermination collective, une presse libre, des débats publics, le vote au suffrage universel, les élections régulières, la représentation et la responsabilité politique, les procédures récursives de contrôle, le principe de majorité. Et ces traits et ces procédures tendent à favoriser la prise de meilleures décisions politiques que d'autres régimes. En particulier, le fait que les décisions soient prises par le plus grand nombre, au moyen de règles inclusives, de règles de vote inclusives, égalitaires et appliquant une forme quelconque du principe de majorité, est perçu comme un facteur déterminant de leur qualité et de leur supériorité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par meilleure décision dans ce cadre ?
De meilleures décisions sont des décisions qui expriment mieux les préférences ou les intérêts du plus grand nombre en matière politique. Bon, c'est l'argument de Mill ou de Machiavel avant lui, en faveur du gouvernement du plus grand nombre. Celui-ci permet d'échapper à la domination des grands et ainsi de préserver la liberté des citoyens. Alors c'est vrai, mais ça n'est pas essentiellement en ce sens, en fait, que les décisions démocratiques sont dites meilleures, dans la justification en tout cas qui nous intéresse. Elles sont meilleures parce qu'elles constituent des décisions qui sont plus inventives ou ingénieuses. Là encore, c'est un argument qu'on retrouve chez Mill ou Machiavel dans leur défense des assemblées nombreuses. Mais aussi et surtout, les décisions sont meilleures parce qu'elles constituent des décisions plus justes, des décisions au service de l'intérêt général, davantage conformes aux principes politiques selon lesquels la communauté doit se conduire. Pour reprendre toujours le même exemple, Machiavel, en réalité, considère qu'une assemblée nombreuse qui préserve la liberté des membres de la République œuvre par là même fondamentalement pour le bien commun, et non pas seulement pour la promotion des intérêts du plus grand nombre. Alors, qu'est-ce qui fonde cette présomption de fiabilité du plus grand nombre dans les affaires politiques? On peut distinguer deux grands types d'arguments à l'appui de la thèse de la supériorité épistémique de la démocratie. Il y a d'abord l'argument qu'on peut qualifier d'individualiste, qui montre que plus les décideurs compétents sont nombreux, et bien plus cette décision a de chances d'être bonne. C'est typiquement l'argument, effectivement, qu'avance Condorcet dans son théorème du jury en 1785. Alors, le théorème s'appuie sur la loi des grands nombres et il pose que si, et c'est très important, si chaque membre d'un groupe donné dispose d'une capacité de jugement ou d'une compétence suffisante, tel qu'il ait plus d'une chance sur deux de juger conformément à la vérité, je cite Condorcet, eh bien alors plus le groupe est nombreux, plus il a de chances de prendre de bonnes décisions collectives lorsqu'il se détermine à la majorité des voix. Les chiffres sont parlants, comme toujours. Par exemple, si chaque individu a une probabilité de 0,6 de trouver la bonne réponse à une question donnée, alors la probabilité pour que plus de la moitié des votants trouvent la bonne réponse dans un groupe composé de 3 personnes sera de 0,64. Elle sera par contre de 0,98 dans un groupe de 100 personnes. Autrement dit, quand les individus ont plus d'une chance sur deux de prendre la bonne décision, la majorité tendrait à l'infaillibilité à mesure que le groupe comprend davantage de membres. Alors, il faut remarquer que le théorème a bien vocation à s'appliquer à des questions politiques et non pas seulement aux situations dans lesquelles un jury aurait à délibérer, à se prononcer sur l'occurrence ou non d'un fait passé. Chaque membre de l'Assemblée, dans ce cas-là, a à produire un jugement qui se conforme aux principes vrais du droit naturel, selon les termes de Condorcet. Très naturellement, ce théorème a attiré l'attention des défenseurs contemporains de la démocratie épistémique, parce qu'il semble de fait offrir la démonstration mathématique de la supériorité épistémique du gouvernement du plus grand nombre sur l'aristocratie ou sur la monarchie. Mais évidemment, la compétence individuelle des votants est une condition nécessaire pour que la conclusion du théorème soit valable et l'adoption d'un mode démocratique de décision justifié. Si les citoyens se révèlent individuellement trop ignorants ou trop déraisonnables, alors les effets du théorème s'inversent. Condorcet en convient tout à fait, et il conclut « il devient absurde de rien faire décider à la pluralité des voix ». Alors, l'autre grand type d'argument à l'appui de cette thèse de la supériorité épistémique de la démocratie évite cette difficulté, puisqu'il insiste au contraire sur les conditions démocratiques favorables à la formation d'un jugement collectif valide. Et ce, même donc quand les participants sont doués d'une faible compétence politique individuelle au départ. Donc, si l'on veut, on pourra qualifier pour les distinguer ce type d'argument d'émergentiste, puisqu'ils abordent la compétence politique comme une propriété émergente du groupe, selon la formule d'Hélène Landemort. Alors, ces arguments insistent par exemple sur les vertus de la diversité de vues à l'intérieur d'un groupe. L'idée ici est que de multiples décideurs, venus d'horizons divers et abordant le problème depuis leur perspective et avec leurs connaissances propres, même si celles-ci sont partielles, vont parvenir à une vision plus complète et équilibrée de la situation et donc formuleront une décision plus avisée qu'un seul ou qu'un petit groupe homogène d'individus,
même si ceux-ci sont individuellement bien plus compétents que chaque membre du groupe plus nombreux pris isolément. Donc la démocratie est à cet égard meilleure que les experts. De façon plus élaborée, certaines théories de la démocratie délibérative ont insisté sur la délibération comme un moyen privilégié de faire émerger les considérations et les raisons nécessaires à la formulation de jugements politiques bien pesés. L'idée ici est que l'échange d'informations et de raisons, tel qu'il peut avoir lieu entre les citoyens dans le débat public, de façon informelle, dans les forums de discussion en ligne, ou de façon plus formelle entre les membres d'une assemblée délibérante, que cet échange d'informations et de raisons conduit à affiner les jugements politiques. C'est-à-dire qu'à l'épreuve de la discussion, les arguments approximatifs se précisent, les considérations irrécevables cèdent au poids des raisons contraires, si bien que des participants qui seraient même modérément compétents au départ, voire complètement désinformés, peuvent parvenir à la formulation d'un jugement mieux fondé et plus avisé. C'est ce que montre très bien quelqu'un comme Bernard Manin. Alors, suivant cette logique, les décisions politiques prises par un groupe à la suite d'une délibération collective sont meilleures que si celle-ci n'avait résulté que de l'agrégation des préférences brutes du plus grand nombre, des opinions ou des préférences brutes du plus grand nombre, ou même de la réflexion solitaire d'un seul. C'est plus compliqué dans le cas d'un petit groupe. La délibération aime bien les petits groupes délibérants. Alors, ces formes positives de justification épistémique de la démocratie se heurtent à deux difficultés qui, sans être insurmontables, affaiblissent tout de même assez considérablement les prétentions de ces formes de justification. Tout d'abord, leurs arguments sont soit très difficiles à saisir, très difficiles à établir, soit semblent assez clairement démentis par les faits. Difficile à établir parce qu'il s'appuie sur un contrefactuel à peu près invérifiable, empiriquement. C'est-à-dire comment savoir si une démocratie fait effectivement mieux que ce qu'aurait fait un monarque ou un groupe d'experts dans la même situation. Ces justifications, elles peuvent tout au plus en appeler aux études historiques ou économiques qui tentent à montrer que les régimes démocratiques parviennent à diminuer, voire à éradiquer certains grands maux, la famine, la guerre. D'autre part, celui qui voudrait aujourd'hui s'inspirer de Condorcet pour bâtir une défense de la démocratie risquerait de venir très rapidement buter sur le constat abondamment documenté par les sciences politiques et économiques de l'incompétence politique moyenne des électeurs, de leur propension à voter de manière irrationnelle, incohérente ou contraire à leurs propres intérêts, de façon contraire à leurs propres intérêts. Pour ne citer que quelques exemples, les électeurs enquêtés font régulièrement état de leur ignorance de certains faits de base sur l'organisation des institutions politiques de leur démocratie, sur l'identité de leurs représentants, des élus, des gouvernants, ou ce qui est sans doute de nature à altérer davantage la qualité du jugement politique qu'ils se forment, ils tomberaient dans des erreurs systématiques d'appréciation, par exemple de la part de certaines dépenses dans le budget national. L'aide internationale est ainsi régulièrement surestimée par les électeurs, sa part dans le budget américain est surestimée. Bon, de même, plusieurs études empiriques sur la délibération, ayant cherché à tester les vertus de la délibération, ont montré que l'échange de vues et d'arguments, dans les conditions non idéales qui caractérisent les démocraties réelles, ne favorise pas nécessairement la révision des jugements à la lumière de faits nouveaux ou de raisons pertinentes. Dans un certain nombre de cas, au contraire, l'échange tend même à river les participants à leur opinion première. Il encouragerait l'opiniâtreté, voire la radicalisation des opinions. C'est ce qu'on appelle la polarisation au sein des groupes. Autrement dit, chacun sort d'un débat sur le contrôle des armes à feu ou la bioéthique, conforté dans sa position de départ, et non pas éclairé par les arguments concurrents. Il semble assez difficile, dans ces conditions, de défendre la thèse d'une supériorité épistémique de la démocratie sur les autres régimes.
Alors, dire ça, ça ne signifie pas forcément que les justifications épistémiques de la démocratie, qui reposent sur cette thèse, soient de pures chimères. Pourquoi ? Parce que, bien, il faut comprendre ces théories comme étant et ne prétendant être que des théories normatives. Autrement dit, elles ne prétendent pas, elles n'ont pas pour vocation de décrire les démocraties existantes, ni encore moins, elles ne cherchent pas ce qui en elles pourrait servir à les légitimer, ces démocraties. Donc elles ne prétendent pas du tout, par exemple, que la volonté populaire soit par elle-même, spontanément, juste et raisonnée. Ce que font ces théories, c'est bien plutôt identifier les conditions de légitimité de la démocratie. Donc elles posent que pour qu'une démocratie soit légitime, il faut nécessairement qu'elle tende à de bons résultats politiques, et que pour cela, eh bien, il faut que ses membres manifestent un certain degré de compétence politique et que les décisions politiques fassent l'objet d'une délibération publique rationnelle. Donc le fait que les démocraties existantes ne parviennent pas à réunir ces conditions et présentent des résultats politiques médiocres pose évidemment problème, mais c'est un problème pour les démocraties. Ça n'est pas une preuve de l'invalidité des justifications épistémiques. Cela le serait si les conditions qu'elles énumèrent étaient impossibles à satisfaire. Or, dans le cas qui nous occupe, le faible degré de compétence politique manifesté par les citoyens ou l'absence de débat public satisfaisant révèle un défaut de moyens ou de volonté d'organisation de la part du politique, plutôt qu'une limitation intrinsèque des capacités citoyennes ou de la vie collective. Mais comment définir ces résultats médiocres ou au contraire ces bons résultats politiques ? Quels sont les critères qui permettraient d'en donner une mesure objective ? On touche là à la seconde difficulté qu'ont à affronter les justifications épistémiques positives de la démocratie. Les critères de la bonne décision politique, c'est-à-dire d'une décision qui serait bonne dans son fond, sont, sinon inexistants, du moins très difficiles à établir de façon non controversée. Alors, certes, il est possible de s'accorder en gros sur les calamités. Par exemple, on peut reconnaître assez facilement des décisions aux conséquences économiques absolument désastreuses. On peut aussi s'accorder sur la justice absolue de certaines mesures. La décision d'abolir l'esclavage ne suscite pas débat, a priori, aujourd'hui. Et encore, justement, on peut s'accorder là-dessus après coup. Certes, il existe également un cadre constitutionnel auquel se référer et qui permet de disqualifier immédiatement certaines décisions parce qu'elles violent un droit individuel fondamental ou parce qu'elles sont ouvertement discriminatoires, par exemple. Mais hors de ces cas extrêmes bien répertoriés, comment déterminer en chaque cas si la décision démocratique qui vient d'être prise est bonne ou mauvaise ? Il n'y a pas de critère précis de ce qui constitue substantiellement une bonne décision politique. Pas de critère précis, en tout cas, qui soit publiquement recevable, reconnaissable par tous. Et c'est entre autres ce qui fait d'un problème collectif un problème distinctement politique et non pas simplement un problème technique ou scientifique. Par exemple, imaginons que nous ayons à décider de la construction ou non d'un aéroport sur une terre riche en biodiversité et dans une zone marquée par un fort taux de chômage. Je change l'étude de cas. Il est possible que certains des décideurs estiment mal les conséquences qu'aurait chaque option, puisque la protection de l'environnement rend à long terme la région plus attractive et qu'elle est aussi génératrice d'emplois. Il est possible que les décideurs, ou certains des décideurs, hiérarchisent mal les priorités, puisque l'environnement sain est finalement la condition première pour la pérennité des activités humaines. Mais on peut aussi considérer qu'au moins sur le moment, on est face à un désaccord raisonnable, pour reprendre la fameuse expression de Rawls, face à un désaccord raisonnable entre deux parties, chacune valorisant la réalisation d'un objectif politique valable pour des raisons qui sont elles-mêmes recevables et difficilement hiérarchisables. Alors dire cela, ça n'implique pas, en tout cas, d'adhérer à une forme de nihilisme politique, selon laquelle toutes les décisions politiques se vaudraient ou seraient fondamentalement affaire de préférences brutes. Ça n'implique pas non plus d'adhérer à une forme de pluralisme des valeurs qui empêcherait de mesurer les fins politiques entre elles.
parce que finalement, il est tout à fait possible que les fins soient objectivement hiérarchisées, et que dans l'absolu, la décision de ne pas construire l'aéroport soit la meilleure. Mais c'est reconnaître que dans les conditions subjectives de formation de notre jugement politique, en tant qu'il est fondé à la fois sur la connaissance de certains faits, le calcul des conséquences probables, et sur l'adhésion rationnelle, c'est-à-dire fondée sur des arguments à certaines valeurs et certains principes moraux et politiques, eh bien, dans ces conditions, nous ne pouvons ni imputer systématiquement l'apparition de jugements politiques divergents à une faille de la rationalité de certains, ni, dans la plupart des cas, établir un argument qui échappe à la controverse raisonnable. Établir par cet argument qu'une solution politique est absolument préférable à une autre. Même si, encore une fois, l'expérience permet a posteriori de faire le tri entre les décisions et les conséquences. C'est ce que Rawls, toujours lui, appelle les difficultés du jugement. Donc l'argument du désaccord raisonnable ou des difficultés du jugement semble porter un coup assez rude aux théories normatives qui voudraient fonder la justification de la démocratie sur ses bonnes performances politiques. Il suggère qu'il n'est bien souvent pas possible de s'accorder sur ce qui constitue la bonne décision politique, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'en remet au vote pour trancher. L'argument du désaccord raisonnable nous conduit finalement à dégager une autre justification épistémique possible de la démocratie, qui est à la fois plus modeste et plus radicale. Celle-ci prend l'exact contre-pied de la précédente. C'est-à-dire qu'au lieu d'insister sur la supériorité épistémique des décisions politiques démocratiques, eh bien, elle va partir du constat négatif que toute prétention d'un jugement politique à la supériorité épistémique risque d'être raisonnablement contestée. De là, elle conclut à ce que Melissa Schwarzberg appelle l'égalité épistémique de principe des jugements, ou plus exactement l'égalité épistémique des porteurs de jugement, dans l'arène politique en tout cas. Autrement dit, en l'absence d'experts politiques avérés, il est justifié de s'en remettre à la démocratie pour décider collectivement. C'est donc une justification purement négative, une justification épistémique purement négative de la démocratie. On voit effectivement que cette forme de justification ne préjuge en rien de la qualité des décisions qui résulteront de cette méthode de choix. Simplement, elle pose qu'il n'est d'autre possibilité que d'accorder à chacun une voix égale dans la détermination des affaires communes, dans la mesure où toute prétention à la supériorité du jugement peut raisonnablement être battue en brèche par une prétention contraire. On trouve ce raisonnement, on trouve trace de ce raisonnement chez Pufendorf quand il défend le principe de majorité dans les assemblées, puisque, dit-il, chacun peut se prétendre plus savant et plus intelligent que son voisin. Au-delà de cet argument d'autorité, est-ce que l'idée d'égalité épistémique est tenable ? Alors, il semble à la fois impossible de ne pas discriminer les jugements et dangereux pour la démocratie même d'adhérer à une théorie politique qui ne nous donnerait pas les moyens ou les armes politiques de combattre ceux d'entre eux qui sont clairement faux, c'est-à-dire fondés sur des erreurs factuelles induites par l'ignorance ou la désinformation, ou ceux d'entre eux qui sont incohérents ou abjects. Et c'est d'ailleurs en admettant ces jugements comme des jugements raisonnables parmi d'autres qu'on tomberait dans une forme de politique post-vérité. Et en même temps, l'idée qu'il existerait des experts politiques incontestés qui n'auraient qu'à se prévaloir de leur expertise pour justifier de leurs décisions vient froisser certaines de nos convictions les plus profondes concernant l'administration appropriée de la preuve, d'une part, et les modes de justification recevables de la décision politique, d'autre part. Par exemple, ceux qu'on reconnaît sans difficulté, et à raison, comme des experts dans leur domaine scientifique, médical, économique, n'ont pas pour cela plus d'autorité ou de droit que d'autres à énoncer des prescriptions politiques. Autrement dit, par son fond hybride, factuel et normatif, le jugement politique déborde par définition le champ de compétences de ces experts et réclame une justification ou une forme de justification supplémentaire.
Il est possible d'interpréter l'égalité épistémique à ce compte, non pas comme une égalisation des jugements ou des opinions politiques, telles que les opinions outrées ou désinformées pèseraient du même poids que les plus avisées dans le débat, mais comme la déclaration d'une capacité égale, qui est au fondement de la démocratie. C'est parce qu'il n'y a pas de personne supérieurement capable de jugement et d'action politique, qu'il n'y a pas d'aristocratie naturelle de l'intelligence, que les jugements politiques doivent passer l'épreuve de la discussion et de l'examen public pour établir leur bien-fondé. C'est un point fondamental. La raison des opinions ne peut s'éprouver que par la discussion et l'expérience démocratique. Qu'un jugement ne peut se prévaloir de l'autorité sociale ou morale de celui dont il émane pour s'imposer dans la sphère politique. Alors incidemment, on voit bien que cette idée d'égalité épistémique implique, de la part des citoyens, certaines attitudes qu'on peut concevoir à la suite de Robert Tallis ou Cheryl Misak comme autant de vertus, qui sont à la fois des vertus démocratiques et des vertus épistémiques. Par exemple, la confiance en sa propre capacité de juger et le refus conséquent de la déférence envers le jugement d'un autre, la confiance en sa propre capacité de juger va de pair avec une certaine humilité qui est liée à la conscience de sa propre faillibilité, de la faillibilité de son jugement. Et cette conscience de la faillibilité du jugement, à son tour, se traduit par une disposition à produire des raisons et des preuves à l'appui de ce qu'on avance, et à reconnaître son erreur à la lumière des preuves et des arguments pertinents. Et on voit bien, de fait, que de telles dispositions, en même temps qu'elles s'opposent aux prétentions tyranniques du jugement, sont favorables à la recherche de la vérité et à sa mise au jour, puisqu'elles cultivent chez le sujet, chez le citoyen, le rejet de toute présomption, dans tous les sens du mot, quant à la validité de ses opinions politiques. Si bien qu'à partir de cette interprétation de l'égalité épistémique et des vertus qu'elle implique, il devient possible peut-être de bâtir une conception plus positive de la justification épistémique de la démocratie. C'est-à-dire que si la démocratie apparaît comme la seule forme acceptable de gouvernement au vu de l'impossibilité de désigner des supérieurs incontestés, c'est la justification négative, eh bien, il se peut que l'égalité épistémique, en tant qu'elle implique certaines attitudes démocratiques et épistémiques vertueuses, doive à son tour être cultivée et menée à son plein potentiel pour que la démocratie qui l'abrite soit elle-même pleinement justifiée. On peut ainsi penser que le système démocratique a l'obligation de fournir les ressources nécessaires à l'exercice et au développement égaux de la capacité de jugement et d'action politique dont dispose chaque citoyen, et ce par un système d'éducation et de formation adapté, la possibilité de prendre part de façon régulière aux décisions et aux affaires publiques, ou encore la protection d'un régime d'information divers et adéquat. À cet égard, les justifications épistémiques de la démocratie nous aident à penser quelque chose des campagnes britanniques et états-uniennes récentes. On peut en effet voir, dans la désinvolture avec laquelle leurs vainqueurs traitent les faits pertinents et les arguments recevables ou valides, on peut voir là le signe d'une interprétation pervertie ou dévoyée de l'idée d'égalité épistémique, selon laquelle tous les jugements politiques se valent, et nul n'est donc besoin de prêter attention aux raisons de qui ne s'accorde pas avec nous pour les disqualifier comme fausses. Mais ces justifications épistémiques nous rappellent aussi que le jugement politique ne se forme pas seul et que la démocratie doit cultiver chez ses membres les vertus épistémiques dont elle a elle-même besoin pour se maintenir. Et il semble d'autant plus nécessaire et utile dans cette perspective de penser les modalités démocratiques de l'éducation, y compris supérieure, du traitement et de la réception de l'information et des relations entre les experts et les citoyens. Je vous remercie. Merci.
Merci d'être dans pour cette salve de confiance au retour possible de Condorcet, si je puis dire. Et effectivement, ce qui est intéressant à discuter, c'est de voir où sont les points d'inflexion, où sont les points de basculement. Le présupposé de la vision de Condorcet, comme le présupposé des différentes théories épistémiques que vous avez énoncées, c'est qu'au fond, il y a un axe central de lecture des décisions qui est l'axe des connaissances ou l'axe de la compétence, alors qu'en fait, très souvent, dans la prise de décision, il y a des éléments qui tiennent aux passions, des éléments qui tiennent aux intérêts, et que la question n'est pas simplement celle du rapport d'un seul vecteur qui irait de l'ignorance, si je puis dire, à la connaissance et à la compétence. Et si on prend par exemple si on prend l'exemple qui est un exemple traité par Condorcet de la délibération dans des assemblées. On voit bien que la délibération dans des assemblées, le modèle de la délibération qui signifie que les malentendus sont levés dans la discussion, présuppose une assemblée composée d'individus indépendants, composée d'individus dont les positions sont susceptibles de changer, sont composés d'individus réceptifs aux arguments, toute conception du Parlement qui pouvait être considérée comme d'une certaine façon approchée dans la vision théorique du parlementarisme tel que le définissait par exemple un Bentham en Angleterre. C'était le Parlement d'avant les partis. Si un Parlement est uniquement composé d'individus indépendants, libres et en quelque sorte flexibles, alors oui, ils peuvent approcher peut-être de l'unanimité. Si ce sont des gens sans intérêt, si ce sont des gens simplement, je dirais, à la recherche d'une solution optimale ou à la recherche d'une définition du bien commun dans lesquels eux n'auraient aucune partie, c'est-à-dire qu'ils seraient radicalement désintéressés. Mais l'histoire du parlementarisme a été à l'inverse de ça, parce que l'histoire du parlementarisme, c'est au contraire la constitution du Parlement comme expression des passions, expression des divisions, expression des intérêts. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans la plupart, en tout cas, l'exemple français est frappant, mais parmi beaucoup d'autres, c'est que le Parlement n'est plus un espace de délibération, puisque le Parlement a pour fonction d'approuver ou de critiquer le gouvernement existant. Donc, dire qu'un Parlement aurait aujourd'hui la fonction de délibération, c'est de dire que chacun oublie qu'il est membre d'un parti, d'un groupe parlementaire, etc. Donc, ce qui n'existe pas. Et au fond, est-ce que ça n'est pas le problème fondamental de la démocratie épistémique? C'est qu'il a pris pour modèle une certaine vision historique du fonctionnement de la délibération dans des assemblées d'individus libres, flexibles, susceptibles d'évoluer, qui ne correspond pas à la fois à la structure des parlements et puis, je dirais, à la nature des sociétés contemporaines. Donc, comment... Et c'est pour cela qu'à certains moments, le vote pour trancher, c'est l'envers du vote démocratique. Si le vote démocratique, il a pour but d'aller vers un bien commun, le vote pour trancher, c'est de dire d'un certain point de vue, c'est indécidable. Et c'est indécidable, on vote parce que c'est indécidable. Et donc, à ce moment-là, on dit toutes les raisons se valent. Chaque électeur peut voter pour n'importe quelle raison, on enregistre le résultat, et c'est un fait arithmétique. Donc on est absolument en dehors de la délibération. Enfin, on a bien vu dans le cas de Notre-Dame-des-Landes qu'à ce moment-là, la question était repoussée parce que c'était de savoir quels étaient les électeurs pertinents. Et donc c'est ça qui était en cause. Mais à la limite, c'est le vote dans ce cas-là, c'est un principe de pacification sociale, si je puis dire, mais ça n'obéit pas du tout à la même logique que celle qui serait celle d'une délibération. Et donc, dans cette mesure, il est très bien, évidemment, de vouloir que les citoyens soient plus informés, etc. Mais pour que les citoyens soient informés, il faut aussi qu'ils soient réceptifs
à la connaissance. Et pour qu'il soit réceptif à la connaissance, il faut, et c'est, me semble-t-il, un des enjeux de ce colloque de bien le comprendre, il faut que cette connaissance ne soit pas vue comme une propriété d'un groupe social. Il faut que cette connaissance soit vue comme un élément de bien commun et non pas simplement comme je dirais, l'argument qu'emploieraient des groupes particuliers ou des experts. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on refuse la connaissance, non pas en tant que connaissance, on refuse la connaissance parce qu'on dit que cette connaissance, elle est l'apanage de groupes sociaux particuliers, ou qu'elle est l'apanage, qu'elle représente des intérêts. Et donc, à ce moment-là, l'acceptation, je dirais, du débat change de nature. Il y a un débat qui est absolument refusé pour ça. Et donc, peut-être que je crois que nous aborderons cette question cet après-midi avec Gérald Bronner et Emmanuel Davier, mais pour moi, j'y vois vraiment un enjeu absolument essentiel. Et ça veut dire qu'il est certain que la réflexion sur, je dirais, les qualités épistémiques de la démocratie sont importantes, mais il faut avoir la pleine conscience que tous les obstacles qui se dressent pour faire triompher cette vision sont des obstacles qui sont liés aussi à des éléments, non pas simplement d'incompétence, ou à des éléments d'indétermination dans la réalité, mais à des éléments de division sociale. Et à partir du moment où on ne voit pas que le bien commun est aussi traversé par des conflits d'intérêts, qu'il n'est pas simplement mal défini pour des raisons de malentendu, pour des raisons d'incertitude, eh bien, il faut mettre cette question de la division sociale au centre de la réflexion sur la démocratie. Effectivement, là, on a deux visions complètement opposées de la démocratie. On peut avoir une vision de la démocratie, j'emploie le mot qui va paraître péjoratif, une vision de la démocratie qui, d'un certain point de vue, pourrait se résoudre dans une sorte d'unanimité technocratique. Parce que toutes ces visions de la démocratie épistémique, elles présupposent que l'idéal démocratique est un idéal d'unanimité. Et autant un idéal d'unanimité. Or, l'idéal d'unanimité, il est, lui, vraiment problématique, parce que nous sommes dans des sociétés, justement, qui sont dans des sociétés profondément divisées, et dans lesquelles le défaut d'unanimité n'est pas simplement le défaut de connaissance, n'est pas simplement le défaut de discussion, mais il est marqué par ce conflit fondamental d'intérêts. Et que là, effectivement, il y a une distinction entre ce qu'on pourrait appeler le monde de la science et le monde de la politique. C'est que le monde de la politique, il fait appel à des connaissances, mais ces connaissances, elles sont toujours en quelque sorte liées à des éléments, à des intérêts. Elles sont toujours, ces connaissances, parasitées, même on peut dire cela, parasitées par de la division et du conflit social. Alors que dans le monde de la science, il y a du doute, il y a de la critique, mais cette critique, elle est tout entière destinée à continuer le mouvement d'une recherche de la vérité, alors que la politique ne peut pas avoir pour but de rechercher la vérité, elle doit avoir pour but de rechercher l'équité, elle doit avoir pour but de rechercher la justice, et donc c'est-à-dire un traitement de la différence et de la division sociale. Et ce qui est très grave, c'est que justement, il y a une confusion, une superposition entre le monde de la science et le monde de la politique, et qui se retourne contre la science, parce qu'on va finir par faire comme si la connaissance scientifique, elle était elle-même aussi discutable et douteuse. Donc le fait que la démocratie puisse être perçue comme ayant un idéal technocratique a des conséquences très néfastes également sur la vision de la connaissance en général, parce qu'il y a une tendance ça induit une tendance à la disqualification de la connaissance dans tous les domaines. C'est pour cela que si Condorcet revenait aujourd'hui, il ne faudrait pas simplement l'interroger sur sa vision épistémique, sa théorie du jury, mais
il faudrait l'interroger sur les raisons pour lesquelles il a profondément évolué entre les textes d'avant la Révolution française et ceux de la dernière période de la Révolution. Parce que Condorcet, ses textes sur la théorie du jury, c'est 1785, mais à partir de 1793, il change complètement. Son rapport à son interrogation sur les conditions de la démocratie, sur son parasitage, sur les marchands de soupçons, les marchands de doute, il emploie pratiquement cette expression dans le journal d'instruction sociale, Condorcet, eh bien, l'aurait amené, je pense, à reconnaître que c'est d'ailleurs une chose qu'il commençait à entrevoir, que le problème de la société n'était pas simplement son rapport à la connaissance en luttant contre la méconnaissance, mais était aussi le constat de sa division sociale. Et d'ailleurs, dans plusieurs de ses derniers textes, il réfléchit sur le fait que l'inégalité sociale n'est pas simplement un héritage du passé, mais quelque chose qui peut renaître et se développer dans la société. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aller au fond de cette discussion, effectivement, sur la démocratie épistémique, mais pour voir qu'il faut l'abandonner, si je puis dire, d'un certain point de vue, et que c'était un espèce de moment, la démocratie épistémique, de reprise d'espérance, si je puis dire, sur les conditions d'une bonne délibération, mais que les conditions d'une bonne délibération, elles ne sont pas celles du débat public. Parce que le débat public, il est construit sur le fait que la délibération est impossible parce qu'il y a le sentiment que la connaissance, elle est un enjeu social, que la connaissance, elle n'est pas simplement celle d'un rapport, elle ne met pas simplement en jeu le rapport à la vérité, mais qu'elle met en jeu des rapports perçus comme des rapports de domination. Et que si donc on veut rétablir le sens de la connaissance, si on veut rétablir le mot même de vérité, si on veut leur redonner sens, il faut que leur redonner sens dans des démocraties qui acceptent de reconnaître qu'elles ne peuvent pas simplement fonctionner avec un idéal technocratique, mais qu'elles doivent fonctionner aussi avec un idéal, disons, de justice, pour faire vite. Je vous remercie. Oui, non, mais tout à fait. C'est très juste. La question de la réception de la connaissance et des conditions de réception de la connaissance, l'idée qu'il faut qu'elle soit conçue comme une propriété commune, ça nous conduit nécessairement à réfléchir très précisément aux modalités, à la question de la transmission, quoi, de ces connaissances à travers l'éducation notamment. Je pense qu'il faut repenser les modalités de cette transmission, de cette discussion. Donc c'est toute la question aussi de ce qu'on appelle la démocratisation de la science, en tout cas dans ce sens-là, c'est-à-dire de... Ah oui, pardon. Plus proche du micro. Excusez-moi. En fait, l'émergence des théories épistémiques dans la première occurrence de l'expression, elle a lieu dans les années 80, et c'est en fait une très forte réaction au départ à cette vision dominante de la démocratie qui s'est imposée, qui a été imposée notamment par la théorie du choix social et qui a été reprise dans les sciences politiques à l'époque, l'idée que la démocratie serait un régime d'agrégation des préférences brutes des citoyens. Et donc l'idée que, au contraire, le citoyen ne cherche pas à faire avancer ses propres intérêts exclusivement ou à exprimer ses préférences personnelles à travers son vote, mais au contraire qu'il réfléchit aux questions, aux affaires publiques en essayant d'adopter un point de vue public, ou en réfléchissant à l'intérêt général, c'est ce qui est au cœur en fait des théories épistémiques au départ. C'est vrai que cette vision dépassionnée ne vaut évidemment pas pour toutes les questions politiques. Certaines portent sur des
de pures affaires d'intérêt, etc. Mais c'est vrai que le pari ou l'exigence des théories épistémiques, qui sont encore une fois des théories normatives, c'est que le citoyen doit se tourner vers les questions politiques qui lui sont posées en essayant, tel un citoyen rousseauiste, de laisser de côté ses passions et son intérêt particulier, la considération de son pur intérêt particulier lorsqu'il se détermine. C'est vrai aussi que le théorème du jury, par exemple, ça a été très bien montré, c'est intuitivement assez évident que le théorème du jury ne peut pas s'appliquer à nos parlements, puisqu'il s'appuie non seulement sur la condition de compétences individuelles dont on ne préjugera pas, mais sur une condition d'indépendance des votes, c'est-à-dire que les votes ça exclut le vote par bloc. Donc dans une démocratie de parti, en fait, on n'a pas une assemblée nombreuse, on a une assemblée avec autant de membres qu'il y a de partis. Donc du coup, on a une assemblée à 3 membres qui a du coup une probabilité très faible de tomber sur la bonne réponse. Mais cela dit, donc c'est peut-être le signe que le théorème du jury disons, est plus prometteur pour penser le rapport du corps des citoyens aux questions politiques que ce qui se passe dans une assemblée parlementaire. Mais cela dit, Condorcet, il pose une autre condition, et ça peut être une manière peut-être de répondre aux objections que vous soulevez à la fin. Une autre condition pour que ce théorème fonctionne, c'est que les citoyens aient un intérêt commun. Il faut que les membres du groupe qui délibèrent soient unis par un intérêt. Et c'est uniquement comme ça que justement donc en fait, c'est une manière de répondre en oubliant finalement le conflit social, mais c'est vrai que les théories épistémiques présupposent des conditions d'égalité non seulement politique ou épistémique, mais aussi d'égalité sociale et économique assez forte entre les membres du groupe. Donc c'est peut-être leur manière tout aussi idéale de résoudre la question de la division sociale, mais il est clair que dans une démocratie dont les membres sont non seulement ignorants ou peu compétents politiquement, mais par ailleurs divisés par de très grandes inégalités socio-économiques, la question de la bonne décision ne peut même plus se poser. Vous avez raison d'insister sur ce fait que cette vision idéaliste était bien celle des révolutionnaires français, parce que Condorcet n'est pas le seul à avoir dit que le progrès de la connaissance détruira l'inégalité. Il y a de nombreux textes de la période révolutionnaire qui insistent sur ce fait-là. Une société dans laquelle l'éducation aura progressé sera une société d'individus autonomes et d'individus égaux, et que l'égalité sera produite par le fait que chacun sera propriétaire de lui-même et que chacun sera en quelque sorte un petit travailleur indépendant. Et le pays qui a illustré ça à merveille, c'est les États-Unis. Il ne faut pas oublier qu'au moment de la Révolution française, 98% des Américains sont des travailleurs à leur propre compte. Donc c'est l'image d'une société égale à travers cette idée du travail indépendant. Alors qu'en Angleterre, par exemple, un petit peu plus tard, il y a autant de domestiques que d'ouvriers en Angleterre. Donc c'est deux formes de dépendance différentes. Quand Engels écrit la situation de la classe laborieuse en Angleterre, il rapporte ce chiffre absolument extraordinaire, c'est que les prolétaires dans les usines, il y avait un peu d'hommes, mais énormément de femmes et d'enfants, et qu'il y avait beaucoup de domestiques, et que c'est évidemment deux modalités, je dirais, de la dépendance qui marquaient l'écart considérable avec les États-Unis. Et les révolutionnaires français, ils ont quand même eu cet idéal, et on pourra en trouver de multiples exemples de cette vision de la société d'individus propriétaires d'eux-mêmes, donc société égaux. De même que l'idéal de rationalité, il se trouve aussi dans le fait que quand on votait pendant la Révolution, on devait lire un serment. C'est-à-dire qu'avant de déposer son bulletin dans l'urne, on devait lire un serment où on dit mon vote est absolument libre de toute promesse, mon vote est décidé en pleine conscience, et mon vote est le résultat non pas de mes passions et de mes intérêts, mais de ma préoccupation du bien commun. Il y a un serment assez long
à dire. Et très vite, on a vu que les gens le recitaient peut-être, mais que ça n'était pas complètement comme ça que ça se passait. Et donc, il y a un moment où on a cessé de demander même le fait de prononcer le serment. Donc, la Révolution française, c'est la même chose pour c'est la même chose pour le vote sans candidat. Il est évident qu'assez vite sont apparues de façon souterraine des manœuvres, etc. Mais on a préféré continuer à maintenir, malgré le coût en temps que cela avait, le principe qu'il n'y ait pas de candidat pour ne pas infléchir, je dirais, la vision utopique que l'on avait de l'élection, pour ne pas infléchir la vision que l'on avait du citoyen simplement guidé par le bien public et qui s'engageait à ne se préoccuper que de distinguer le mérite et la vertu. Et effectivement, tout ça s'est terminé par le fait qu'on n'ait pas passé une démocratie plus réaliste, mais qu'on est passé à une suppression de la démocratie, enfin dans le cas français. Bonaparte, c'est celui qui dit, bon ben voilà, maintenant passons au gouvernement réel des choses. Et là, donc, on a arrêté la démocratie. Alors, il y a aussi, pour juger le rapport de cette utopie, je dirais, à la réalité, comment cette utopie, elle doit être une idée directrice, je dirais, pour une des fonctionnalités de la discussion publique, mais elle ne peut pas remplir tous les champs du débat public. Pour une partie, peut-être certainement, mais pour le reste, on fait confiance au vote pour trancher. Le vote, c'est-à-dire qu'on accepte l'indifférence aux motivations de la décision. C'est quand même ça, le vote. Le vote repose, c'était quelque chose dont on a commencé à percevoir l'importance à la fin du XIXe siècle. C'est de dire que le vote, ce n'est pas simplement l'affirmation de préférence, le vote, c'est l'acceptation sociale que la raison et l'opinion, la passion et la réflexion, on doit consentir au fait qu'elles se valent. Et ce qu'on accepte dans le vote, eh bien, on voit que ça a des conséquences catastrophiques dans la vie sociale si on la prolonge dans la vie sociale elle-même. Si on dit que la connaissance et l'opinion, c'est la même chose, que la conviction et la réflexion, c'est la même chose, c'est quand même problématique. Alors, il y a un élément qui fait le lien entre tout cela, c'est justement les institutions invisibles. Les institutions invisibles, et notamment la confiance, c'est ce qui permet d'améliorer en quelque sorte cette division entre la bonne délibération et puis la reconnaissance du conflit d'intérêts. Et si aujourd'hui le rapport à la vérité est si remis en cause, c'est aussi parce que ceux qui sont perçus de manière ou d'une autre comme revendiquant en tout cas davantage la connaissance, eh bien, n'inspirent plus la confiance. Et donc les mécanismes de reconstruction de la confiance sont décisifs. Ils ne sont pas les mêmes dans l'ordre scientifique, dans l'ordre politique, etc. Mais il est certain que autant dans l'ordre politique on ne peut pas reconstituer de l'autorité, autant dans le monde scientifique il faut reconstituer de l'autorité. C'est clair, en ce sens très précis que j'essayais d'indiquer au début. Mais une autorité ouverte, une autorité qui ne dit pas par mon statut je sais et donc vous n'avez qu'à écouter. Mais donc là, on voit à quel point aussi l'intervention et la considération de ces institutions invisibles, elles jouent un rôle très important, car c'est leur affaissement, pourrait-on dire, qui permet de voir triompher aujourd'hui dans la société cette vision, au fond, que la vérité est un point de vue et que c'est un point de vue socialement, si je puis dire, situé et engagé. Et que là, ça n'est pas simplement, enfin on en parlera avec Emmanuel Davier cet après-midi, ça n'est pas simplement par un supplément de connaissances que l'on peut, un supplément d'enseignement, mais peut-être par d'autres pratiques que l'on peut améliorer ces choses.
Alors, il y a peut-être aussi une autre question sur laquelle j'aurais aimé vous entendre, c'est quand on regarde l'évolution des réflexions sur la démocratie, on peut dire que jusqu'aux années 60, il y a eu toute une réflexion sur la démocratie représentative. Après, il y a eu, on voit bien qu'il faut améliorer cette démocratie représentative. Donc, il y a eu le moment, on peut dire, de réflexion. On a avancé le mot démocratie participative. Et puis, toutes ces théories épistémiques de la démocratie appartiennent à un autre âge de la réflexion sur la démocratie. On passe à la démocratie délibérative. Bon. Et qu'est-ce que vous voyez comme l'âge à venir des démocraties? Après tout, vous commencez votre carrière intellectuelle, donc c'est le moment de déterminer des sujets qui soient des sujets d'avenir et pas simplement des sujets tournés vers le passé. Je ne me risquerais pas à jouer les prophètes. Micro. Je ne me risquerais pas à jouer les prophètes. Non, c'est difficile de savoir ça, parce que le paysage est quand même assez éclaté. Les théories là dont je parle sont très très loin de dominer le champ de la réflexion sur la démocratie en philosophie normative aujourd'hui. Donc non, là malheureusement je réserve mon jugement. Mais moi j'avais une petite question à vous poser aussi. En fait c'est ce sur quoi vous avez eu moins le temps de parler, la destruction du langage commun, parce que je trouvais ça assez fascinant et très... Enfin voilà, ça donnait matière à penser, cette idée notamment que, comme il n'y a pas d'alternative, comme les faits contraignent trop finalement la décision, bien on en vient à ignorer les faits pour pouvoir... donc c'est là encore, c'est une espèce de perversion complète d'un espèce d'idéal réformiste ou utopiste, c'est-à-dire qu'on écarte les faits, on nie leur force contraignante pour pouvoir dire les choses telles qu'elles sont. C'est ce qu'on dit de Donald Trump, il says it as it is. Et du coup, je me demandais comment se manifestait aujourd'hui cette destruction du langage commun, parce qu'il me semble que c'est moins, en réalité, comment agissent ces charlatans du langage, puisqu'ils se présentent, évidemment, c'est très classique, mais ils se présentent eux-mêmes comme ceux qui ne vont pas... user de langue de bois, mais qui vont dire la vérité. Je me demandais à quoi ressemblait aujourd'hui la destruction du langage partagé. D'abord, une précision historique, c'est que pendant la Révolution française, il y a eu une grande tentation parlementaire, une première tentative de définition officielle de termes politiques, et en disant on attaquera en justice ceux qui emploient des mots dans un sens qui n'est pas légal. Et donc, il y a eu une grande discussion à la Convention autour du mot « peuple », en disant c'est la confusion politique totale aujourd'hui, tout le monde parle du peuple, mais dans des sens très différents. Donc, il y a des définitions, et tout cela conduit au chaos politique. Chacun défend son point de vue en disant « le peuple, c'est ceci ». Donc, nous allons donner une définition officielle du peuple, et ceux qui n'emploient pas le mot « peuple » selon la définition officielle pourront être condamnés en justice. Alors, ça a enflammé tout le monde qui a dit oui, c'est l'excellente idée. Et puis, on s'est aperçu que le mettre en œuvre, on ne trouvait que des définitions les plus vagues du peuple, et dans lesquelles tout le monde pouvait apporter des précisions. Et ces précisions seraient justement là le lieu des difficultés. Ben, je crois que ce qu'on peut dire, c'est simple, c'est que effectivement, la démocratie, peut être définie comme le régime qui ne cesse de s'interroger sur ses fondements et qui ne cesse donc de s'interroger sur les mots, sur le langage qui permet de le définir et de le comprendre. La démocratie, ça n'est pas simplement dire qu'il y a... c'est dire que le terme même de démocratie fait problème et doit être précisé. Parce que la définition du démos n'est pas évident, et ce que veut dire le kratos n'est pas évident non plus. Donc, c'est cela, la vie démocratique, c'est donc l'effort permanent
pour constituer ce langage commun dans la recherche et la confrontation. On le voit bien aujourd'hui, puisqu'on parle partout du développement du populisme dans le monde, que les débats qu'il y a sur la notion même de peuple. Qui est le peuple? Et il y a aujourd'hui des définitions, on peut dire, divergentes, mais effectivement, le but de la démocratie, c'est d'éclairer cette question par la discussion informée sur cela. Et pas simplement dire, il y a le peuple est de mon côté ou le peuple est de l'autre côté. C'est donc d'obliger en quelque sorte à cette précision. Et ce que Condorcet appelle mais le mot les charlatans politiques est une dénomination très fréquente pendant la Révolution française. Elle est très employée. Et les charlatans, parce que là j'ai cité le journal d'instruction sociale de Condorcet qui commence en juin 1793 et qui représente tout de même un beau volume. Mais on trouve dans les débats dès septembre 1789 une inquiétude sur le langage politique et les charlatans politiques. Les charlatans politiques étant définis par ceux qui utilisent ce terme, justement, comme les trafiquants du langage, en quelque sorte. Et qu'effectivement, il faut accepter cette vision de la démocratie comme débat permanent sur ses fondements, sur ses indéterminations et sur le fait que, in fine, pourrait-on dire, le peuple, il est un problème à instituer et pas simplement une propriété à revendiquer. On pourrait dire cela. Et à ce moment-là, on peut trouver là les matières à un débat possible. Parce que sinon, ça n'est simplement je suis propriétaire ou tu es propriétaire et nous sommes des propriétaires concurrents du langage, en quelque sorte. Et cela, c'était un problème permanent qu'ont ressenti très, très brutalement les républicains français sous le Second Empire. Parce qu'une des forces de Napoléon III, c'est qu'il a confisqué le langage politique démocratique pour lui-même. Donc il a fait comme s'il était le super-démocrate. Et cela a tétanisé totalement les républicains français. C'est-à-dire quand il disait « moi je suis plus démocrate que vous parce que j'accepte de consulter le peuple par référendum ». Et il disait « ah mais oui, mais votre référendum n'est pas un bon référendum, le nôtre serait un vrai référendum ». Bon. Et donc ils n'ont pas lancé avec le régime du Second Empire ce qu'ils auraient dû faire, c'est-à-dire un débat sur les mots, le vocabulaire du Second Empire et ce qu'il y avait derrière. Et cela, effectivement, on le voit bien aujourd'hui que, par exemple, certains groupes, certains se pensent propriétaires du mot et de la chose, le peuple, et ça n'est pas en disant non, vous n'êtes pas propriétaire, c'est en lançant la réflexion sur qui est le peuple, comment le construire, que peuvent changer les choses. C'est-à-dire si une attitude, on peut créer des éléments de langage commun, non pas par des connaissances communes d'abord, mais par une inquiétude commune, si je puis dire, ou par une capacité d'interrogation commune. C'est peut-être dans ce sens-là. Mais les textes de Condorcet ont eu à l'époque beaucoup d'impact parce que il y a eu le sentiment que c'était quand même quelques mois avant le développement de la terreur et que la terreur était liée radicalement à une espèce de dérapage du langage politique. Ça, c'est quelque chose qui est apparu très, très clairement et au XXe siècle, ça va être l'œuvre d'Hannah Arendt va être très centrée sur cette question justement du totalitarisme comme une espèce d'embardé du langage politique, ou même Orwell va insister beaucoup sur cette dimension-là. Oui. C'est simplement que
Je ne sais pas si aujourd'hui, mais bon, c'est un cas sans doute isolé, mais je ne sais pas si on assiste à dans le discours, par exemple, d'un Trump, si on assiste à ce détournement du langage-là, ou si c'est pas simplement un délitement total, un appauvrissement total des catégories du langage qui, en gros, bon, on est soit great, soit bad, et c'est tout ce qui reste comme langue politique. Là, c'est même, on pourrait dire, de l'infrapopulisme à ce moment-là. Oui, c'est ça, c'est ça. D'accord, oui, c'est un point de vue qu'on peut éventuellement adopter. Puis, de toute façon, de constater que s'il était un candidat populiste, il n'est pas tellement un gouvernant populiste, en tout cas. Mais que de toute façon, le langage, le déclin du langage ne fait que s'accentuer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit même plus de s'embarrasser d'un travestissement de la réalité. C'est comme si ça n'avait même plus d'importance de faire de la propagande avec les mots. Ça n'a simplement plus d'importance. Les faits n'ont simplement plus d'importance. Mais si on dit que ça n'a plus d'importance, c'est aussi peut-être qu'il y a pour une partie de la population, le monde des convictions et le monde des croyances est plus important que le monde de la réalité. Parce que ce monde des convictions et des croyances, lui, il est solide, il est rassurant, et il est en quelque sorte, il redonne aussi, à sa façon, une forme de dignité aux gens. Les gens le perçoivent, paradoxalement, comme une forme de dignité. Bon, là, nous ne sommes vous voyez, la journée ne fait que commencer, et nous débattons déjà de problèmes presque cosmiques. Et donc, nous allons continuer la discussion toute la journée. Nous faisons une petite pause, là, d'un petit quart d'heure, et puis nous reprendrons à 11h avec Dominique Cardon et puis Romain Badouard. À tout de suite. Voilà, merci de la présentation. Merci, c'était passionnant.